Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder et bienvenue à cette session d'information sur la RLTV. Sur ce plateau, nous recevons Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du MLC. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Merci, je l'ai annoncé, vous êtes porte-parole du MLC. Avec vous, nous allons évoquer la question de, je ne sais pas moi, éligibilité ou non-éligibilité de Jean-Pierre Bemba. Et aussi, nous allons évoquer les problèmes de la candidature unique de l'opposition avec vous. Bienvenue. Merci. Merci. Avant d'aborder toutes ces questions, d'abord, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud ont été au cœur des discussions dans les mini-sommets de Luanda. C'était hier mardi. Les participants ont salué l'alternance en République démocratique du Congo par le fait que Joseph Kabila ait désigné son dauphin, réalisant ainsi sa promesse de respecter la Constitution. 3 chefs d'État étaient présents à ces mini-sommets, l'Angolais Joao Lourenço, les Congolais Denis Sassou Nguesso et les Gabonais Ali Bongo. La République démocratique du Congo a été représentée par Cheo Kitundu, il est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Nous allons aborder la question. Jean-Pierre Bemba est bel et bien éligible aux prochaines élections présidentielles. Les débats sur la subordination des témoins, bien sûr, on en parle encore. Sur ces plateaux, nous avons Jean-Jacques Mamba, il est porte-parole du MLC. C'est avec lui que nous allons aborder ces problèmes de Jean-Pierre Bemba. Ça fait débat. L'éligibilité ou la non-éligibilité de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que ça vous effraie au niveau du MLC déjà, cette question? Non, nous ne sommes pas effrayés, non, nullement effrayés. Vous savez, il y a 2 approches. Il y a l'approche de fond, ça veut dire examiner effectivement s'il y a lieu d'assimiler la corruption et la subordination, mais il y a aussi l'approche de la forme. L'approche de la forme veut que lorsqu'on parle d'éligibilité au niveau de la loi électorale, qu'il s'agisse d'un jugement irrévocable. Qui dit jugement irrévocable, c'est un jugement qui est rendu par arrêt. Et jusqu'à preuve du contraire, le sénateur Jean-Pierre Bemba jouit de la présomption d'innocence parce qu'il est en appel et l'appel est suspensif. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas un arrêt définitif, je ne parle que de la forme, hein, aussi longtemps qu'il n'y a pas un arrêt définitif et irrévocable, c'est-à-dire qui acquérit la force de la chose jugée, c'est-à-dire un arrêt, en tout cas, que ce soit la Cour constitutionnelle ou n'importe qui ne peut pas opposer à M. Jean-Pierre Bemba son inéligibilité dans la mesure où l'affaire est en cours. Ça, c'est au niveau de la forme. Alors, lorsqu'on parle du fond, nous sommes en train de parler ici du droit pénal. Le droit pénal ne souffre d'aucune interprétation analogique. En droit pénal, un voleur est différent d'un escroc, est différent d'une personne qui pratique la grivellerie. Autant un meurtrier est différent d'un assassin, qui est aussi, lui, différent d'une personne qui tue de manière involontaire, c'est-à-dire un homicide involontaire. Donc, lorsque vous prenez le point de vue de la loi congolaise, de notre code pénal, ces infractions sont distinctes. Vous avez l'article 129 et vous avez l'article 147 qui, pour chacun d'eux, détermine le régime de sanctions pour chaque infraction. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un corrupteur, vous avez ce qu'on appelle le corrupteur, de la corruption, excusez-moi, vous avez le corrupteur et le corrompu. Et le corrompu, dans la loi congolaise, il s'agit bien de l'agent public, c'est-à-dire un agent qui est dépositaire de l'autorité publique, à travers lequel, via, si vous voulez, une promesse ou de l'argent, ou une transaction financière, vous obtenez des faveurs. La même loi congolaise, lorsqu'elle parle de subordination, parle d'une pression morale ou intellectuelle sur un témoin pour obtenir, entre guillemets, un témoignage. Donc, ces infractions-là sont distinctes et elles sont totalement différentes. En plus, elles ont des sanctions qui sont totalement différentes. Et puis, on peut rajouter qu'une personne peut être condamnée et pour subordination et pour corruption. Donc, dans le cas échéant, le législateur a fait un distinguo net pour éviter toute forme de confusion possible. Là, c'est au niveau de la loi pénale ou si vous voulez du code pénal congolais. Mais lorsque vous revenez aussi au niveau du statut de Rome, parce que nous avons ratifié le statut de Rome, vous allez voir que de manière limitative, le législateur du statut de Rome fait aussi ce distinguo net
dans sa législation entre la subordination et la corruption. Pour preuve, Mme Bensouda, qui est l'accusatrice, le procureur, lorsqu'elle a lancé cette deuxième affaire, dans sa première mouture, elle a accusé le sénateur Jean-Pierre Bemba d'être un corrupteur. Donc elle l'a accusé de corruption, mais le juge a rejeté la corruption parce qu'il ne s'est jamais agi d'une corruption au sens propre du terme. Et d'ailleurs, parce que nous sommes en appel, même les accusations de subordination sont totalement rejetées par la défense de M. Jean-Pierre Bemba. Donc, dans tous les cas de figure, si le bon droit doit être dit, il faut retenir deux choses. La première, c'est que notre loi électorale parle des jugements irrévocables, donc qui sont attestés par des arrêts. Ce n'est pas encore le cas parce que l'affaire est en cours. Mais la deuxième des choses, c'est que le droit pénal a une interprétation stricte, de telle manière qu'il est impossible d'assimiler une infraction par une autre ou de faire des comparaisons, c'est strictement interdit. Alors, si je suis bien, il y a un problème d'interprétation. Vous estimez que... Mais en droit pénal, ce qui est clair ne s'interprète pas. C'est ça le principe. On interprète en droit pénal que lorsque l'énoncé n'est pas clair. C'est-à-dire que lorsque l'énoncé est clair, il n'y a pas lieu de faire une interprétation quelconque. Alors, lorsqu'on estime que Jean-Pierre Bemba aurait corrompu les témoins pour témoigner... Ça c'est une estimation, ça c'est ce que les gens pensent ou ce que les gens veulent. Mais en droit, comme je vous le dis, si vous allez dans un restaurant maintenant que vous consommez et que vous fouillez sans payer, d'aucuns vous appelleront escroc, d'autres vous appelleront voleur. Mais lorsque vous allez vous présenter devant le juge, il va qualifier votre acte de grivellerie. Ça veut dire que pour le juge, vous n'êtes ni voleur ni escroc. Donc ce que les gens pensent ou ce que les gens veulent, ce n'est pas ce que notre loi dit. Notre loi est claire là-dessus. Subordination, c'est une pression morale ou intellectuelle sur un témoin pour obtenir. Et la corruption ne concerne que des transactions entre un individu et un autre qui est dépositaire de l'autorité publique. Donc c'est deux choses différentes. Je ne vais pas ergoter autour de ce que les gens pensent ou veulent, mais parlons de la loi, et notre loi, de ce point de vue, est claire. Alors parce que je crois que c'était la NOGEC qui était la première structure à revenir sur ce problème-là, de la non-éligibilité de Jean-Pierre Bemba. La NOGEC estime qu'au regard de la loi électorale, il invite là Jean-Pierre Bemba au respect des lois du pays, et il se réfère à la loi électorale en son article 10. Je crois, troisième volet. D'abord, il faut retenir quelque chose. Oui. La CENI n'a pas pour vocation d'interpréter la loi. La CENI a pour vocation de la lire, c'est-à-dire de prendre le dossier du candidat, de l'amener en plénière, de prendre la loi électorale et de vérifier si le candidat tombe sous le coup d'une infraction ou d'une condition d'inéligibilité citée dans la loi. Il n'appartiendra donc pas à la CENI de vérifier si la corruption est égale à la subordination. Mais pour répondre aux amis de la NOGEC, nous allons dire le droit. Et je le dis et je ne le dirai jamais assez, un voleur n'est pas un escroc, autant un assassin n'est pas un meurtrier, n'est pas une personne qui commet un meurtre par homicide involontaire. Ce sont des choses totalement différentes, et même le professeur Nyabirungu, qui a voulu se perdre dans une gymnastique intellectuelle improbable, c'est épilogué à la fin de son discours pour dire « Nous pouvons considérer que la subordination est une forme ». Non, en droit pénal, on ne considère pas. En droit pénal, l'infraction est claire et les sanctions sont claires. On ne peut pas assimiler en droit pénal, et j'espère que le droit sera dit, pour autant que nous soyons encore en train de considérer que la République démocratique du Congo est un état de droit. Alors, vous croyez que le droit sera dit? Alors, si jamais la candidature de Jean-Pierre Bemba, au regard toujours du droit, serait rejetée, quelle sera la position du MLC? Écoutez, nous sommes un parti républicain. Comme vous l'aviez constaté, nous avons arrêté avec les rébellions depuis les années... depuis les années 2000, il y a eu les accords de Sun City et ce que vous savez. Donc, nous allons employer ou utiliser toutes les voies de droit, toutes les voies de la raison pour se défendre. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucune action n'a été menée. Mais ce serait quand même triste que lorsque nous avons un candidat de la majorité présidentielle qui est faible, qui est impopulaire, que pour des élections, le jeu soit biaisé en écartant des personnes comme Moïse Katumbi ou des personnalités comme Moïse Katumbi ou M. Jean-Pierre Bemba. Ce serait porter atteinte, si vous voulez, d'abord à l'accord de la Saint-Sylvestre qui exige, pour lesquels les partis se sont engagés à l'inclusivité. Donc c'est déjà donné un coup fatal. Ce n'est pas le premier, hein. Il y a plusieurs coups qui ont été donnés à cet accord. Mais aussi, ce n'est pas garantir, si vous voulez, les élections que les Congolais attendent. Les Congolais ont souffert pendant 17 ans. Tous les espoirs de la Kabylie se sont évanouis.
tous ceux qui pensaient que Kabila allait faire mieux que Mobutu sont totalement déçus. Et aujourd'hui, on leur donne la chance de se choisir de nouveaux dirigeants qui peuvent, si vous voulez, amener ce pays là où il mérite. Parce que comme vous le savez, nous sommes le pays le plus pauvre du monde, alors qu'en Afrique, nous sommes les premiers, presque. Alors... Et donc, dans ce contexte-là, décevoir 95% de la population parce qu'on veut garder le pouvoir pour le pouvoir alors qu'on est incapable d'en faire quoi que ce soit, je trouve que c'est quand même un danger et il faut l'éviter. D'accord, nous allons revenir lorsque vous estimez qu'il faut... En fait, je ne sais pas, vous faites allusion à qui au pouvoir qui veut garder encore le pouvoir pour longtemps, je ne sais pas, alors que nous avons déjà un dauphin, nous allons y revenir. Mais avoir un dauphin, on peut conserver le pouvoir en ayant un dauphin, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que vous choisissez votre dauphin, mais le jeu doit être ouvert. Et pour que le jeu soit ouvert, il y a un accord cadre qui nous permet, ou qui a orienté, si vous voulez, la manière par laquelle doivent être organisées les élections. Ce sont l'inclusivité, ce sont la transparence, il n'y a pas de machine à voter dans ce processus. Il faut qu'on garantisse à tous et chacun les mêmes chances et la crédibilité nécessaire pour que les Congolais se retrouvent. Je dois venir à vous, M. Jean-Jacques. L'Alliance des progressistes pour le Congo félicite le chef de l'État pour avoir tenu à sa promesse en désignant le candidat du Front commun pour le Congo. Dans une déclaration lue le lundi, l'APECO a renouvelé son soutien au FCC. Je voulais dire, la déclaration a été lue par Tarsis Loseke, il est président de l'APECO. Suivez. Progressiste pour le Congo, APECO en sigle, dont l'autorité morale et le Premier ministre Bino Kibala Zézé se félicite de la désignation par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et autorité morale du Front commun pour le Congo. Dénommé M. Emmanuel Shadari Ramazani comme candidat du Front commun pour le Congo à la présidence et aux élections présidentielles de décembre 2018. À cet effet, l'APECO remercie vivement le chef de l'État pour ses choix judicieux et le félicite sincèrement pour, d'une part, avoir tenu sa parole de respecter la Constitution et d'autre part, avoir posé un acte historique qui permettra pour la première fois dans l'histoire de notre pays la passation du pouvoir de manière démocratique, pacifique et civilisée entre le président sortant et entrant à la tête de la République démocratique du Congo. L'APECO, membre du FCC, félicite chaleureusement M. Emmanuel Shadari Ramazani pour sa désignation et le rassure de son soutien ferme et sans faille en vue de sa brillante victoire à l'élection présidentielle. Jean-Jacques Mamba, vous êtes porte-parole du MLC, je reviens à vous. Vous, de l'opposition, vous avez tant accusé Joseph Kabila de pouvoir, vous l'avez encore répété ici, concevoir le pouvoir pour longtemps. Vous l'avez encore accusé qu'il voulait postuler pour le 3e mandat. Maintenant, avec cette désignation, est-ce qu'on peut dire que c'était un procès d'intention et vous pouvez vous repentir? Est-ce que vous souhaitez que nous le félicitions comme l'ont fait les gens de l'APECO ou comme l'ont fait les gens de la SADC? Mais non, moi je ne peux pas comprendre qu'on félicite une personne qui respecte des textes pour lesquels il a prêté serment. Pourquoi devrait-on féliciter une personne qui, entre guillemets, respecte d'ailleurs mal, parce qu'il y a 2 ans que ça devait se tenir, pourquoi féliciter une personne qui a pris un engagement solennel, c'est-à-dire qui a prêté serment, et qui respecte son engagement? Pourquoi on devrait le féliciter? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, ça doit être anormal que nous tenions parole? Mais vous ne le croyez pas lorsqu'il vous le disait. Il a répété à maintes reprises que je dois respecter la Constitution. Il a essayé depuis 2015 de tripatouiller la Constitution. Il a essayé de modifier ce qui pouvait être modifiable. Il y a eu des morts dans ce pays.
Je pense que la plupart des gens qui sont dans la PECO, qui sont dans le FCC, ont conduit des gens dans des marches parce qu'ils savaient qu'il y avait des velléités de la majorité présidentielle tenue par son autorité morale pour modifier la Constitution. Nous pleurons des morts dans ce pays pour le respect de la Constitution. Donc si c'était sa volonté, il n'y aurait eu 0 mort. Si c'était sa volonté, nous aurions eu les élections en 2016. Mais c'est un cumul d'échecs et de catastrophes et de pression qui a fait que M. Kabila est en face de ses responsabilités, ayant perdu le soutien régional au niveau de la SADC, vous voyez, M. Zuma n'est plus là, M. Mugabe n'est plus là, qu'il s'est remis dans ses bottes pour se dire, bon voilà, il n'y a pas beaucoup d'options, nous allons abdiquer, mais je vais choisir un dauphin. Et ce qui m'étonne, c'est qu'après 17 ans d'échec, on ait encore le droit de choisir qui va continuer. Vous ne réalisez pas qu'en fait, compte, ce n'était qu'un procès d'intention. Parce que lui disait toujours que je dois respecter la Constitution. Ce n'était pas un procès d'intention. Si c'était un procès d'intention, il n'y aurait pas de mort dans ce pays. Je vous répète que nous devrions respecter des personnes comme des Kapangala. La mort des personnes comme Rossi doit être respectée. Donc ce n'est pas un procès d'intention parce qu'il y a des centaines de jeunes qui sont morts à cause de ces velléités et des actes posés. Lorsque vous parlez de ces morts, mais c'est vous de l'opposition qui avez sensibilisé ces jeunes gens de se remettre sur la rue. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la Mais là où c'est triste, c'est que vous oubliez que dans le monde entier, il y a des manifestations. Dans le monde entier, toutes les lois du monde, toutes les constitutions autorisent ou consacrent la liberté d'expression et de manifestation. Mais ce n'est pas dans tout le monde qu'on tue. Dans le monde entier, même aux États-Unis, on pille les magasins. On casse lors des manifestations, mais vous n'allez jamais entendre qu'il y a eu des fausses communes ou qu'il y a eu des morts. Donc il ne faut pas me dire aujourd'hui que parce que nous avons sensibilisé le citoyen à user de son droit le plus légitime consacré dans sa constitution de manifester et qu'il en paye de sa vie, que les opposants sont responsables. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui ont utilisé une force disproportionnée pour encadrer des manifestations. C'est ceux-là les responsables. Et d'ailleurs, ils sont sanctionnés, y compris M. Chadari. Alors le mal, c'est lorsque vous n'arrivez pas à comprendre ou accepter que Joseph Kabila a respecté Nous n'avons pas besoin d'accepter parce que ce n'est pas un exploit. Je vous fais comprendre que M. Kabila a prêté serment. Il a respecté sa parole après 1001 tentatives de ne pas la respecter et après 2 ans. Je ne vois pas comment, dans ces conditions-là, je vais l'en féliciter. Parce que c'était tout à fait naturel. Il a prêté serment. Nous avons une constitution. S'il la respecte, nous ne devons pas fêter parce qu'il a respecté la constitution, bien qu'avec 2 années de retard. Ce n'est pas un exploit. Alors, parce que Chadari est déjà désigné cette fois-ci, vous êtes satisfait, vous de l'opposition. Mais dites-moi, bon, premièrement, c'est la cuisine interne du FCC, c'est de la majorité. Au nom de quel droit M. Kabila allait choisir son dauphin? Vous savez que le FCC, c'est quand même un conglomérat de plusieurs partis politiques, plusieurs sensibilités, plusieurs anciens opposants. Je pense qu'il y a un meilleur candidat aussi au niveau du FCC. Mais pourquoi a-t-on laissé cette charge-là à M. Kabila de choisir une personne? Non, là, je vous rappelle qu'il y a eu des consultations à Kingakati. Mais M. Lumbala pouvait être aussi candidat président de la République. Non, non. M. Tchibala pouvait être candidat président de la République. M. Kengo pouvait l'être. Il y a tant de personnes. M. Bou, ça pouvait l'être aussi. Mais c'est après consultation. Ce ne sont pas des consultations parce que jusqu'à la fin, tout le monde a su que c'était M. Chadari le jour même du dépôt. Mais M. Lumbala ne le savait pas. Dites-moi en quoi ces personnes-là sont moins valables. Encore que c'est la cuisine interne du FCC, mais je dis qu'en termes de crédibilité, en termes d'héritage, M. Chadari est beaucoup plus dur, même dans sa posture, même dans son langage, que M. Kabila. Il est sanctionné. Il vous fait peur? Nous n'avons peur que de la loi. Mais nous parlons de l'individu, nous parlons de sa rhétorique, nous parlons de son langage, nous parlons des sanctions qui pèsent sur lui, nous parlons de ses actions, de son discours. Et nous disons que ce n'est pas le meilleur cadeau que M. Kabila nous laisse. Comme je le dis ici, M. Lumbala pouvait être candidat. Il y aurait peut-être moins de bruit. Alors si c'était même Lumbala, vous l'aurez cité quelqu'un d'autre à la place de Lumbala? Là, c'est un procès d'intention. Voilà, je reviens encore à vous. L'utilisation de la machine à voter aux élections du 23 décembre est un véritable problème qu'il faudra bien sûr décanter. Dans l'opposition, les voix continuent à s'élever contre cette machine. C'est le cas d'Alexis Moutanda. Il est cadre de l'UDPS. Introduisez des machines, parce qu'on vous dit bien des machines à voter. Eh bien, parce qu'on les appelle effectivement des machines à voter. J'ai déjà donné mon avis plusieurs fois sur ces machines. Commençons d'abord par la fiabilité de ces machines. Je crois qu'en Argentine, qui est aussi un pays très développé, ils ont tenté d'utiliser ces machines. Mais comme ces machines étaient contestées, eh bien, le gouvernement a appelé les experts pour qu'ils puissent examiner de très près ces machines.
Et à la fin, ils ont compris que ces machines n'étaient pas fiables pour la population et elles ont été rejetées. L'entreprise sud-coréenne qui a produit ces machines, eh ben, c'est une grosse affaire pour cette entreprise parce qu'elle paye des choses, des taxes et des impôts dans son pays. Mais vous avez entendu il n'y a pas très longtemps le gouvernement sud-coréen qui est allé évidemment sur les ondes pour dénoncer ces machines comme n'étant pas fiables et déconseiller même le gouvernement congolais à les utiliser. Si vous utilisez ces machines, c'est à vos risques et périls. Alors, Jean-Jacques Mamba, vous rejetez aussi la machine. Ça, c'est connu de tous, hein. C'est toute l'opposition. C'est une fuite en avant, alors que vous déclariez il faut qu'on vote. Et non, les discussions sont ouvertes, mais je veux quand même que nous soyons réalistes et conséquents. J'ai fait un tour dans le Bandundu il y a 2-3 ans, avec un véhicule tout-terrain, parce que vous connaissez les routes. J'arrive dans un village, je m'arrête pour visiter un peu, pour voir à quoi ça ressemblait, et je vois des gens en train de discuter autour de mon véhicule. Et donc, ils étaient en train de parler leur dialecte, je vais le dire très rapidement. Et quand j'ai demandé la traduction, c'était des enfants qui étaient en train de se disputer ou de discuter sur le fait du sexe du véhicule, c'est-à-dire vouloir savoir si mon véhicule c'était une femme ou c'était un homme. Ils étaient vers le pont arrière du véhicule, et l'autre qui disait non, ça c'est un homme, ça c'est une femme, et ils discutaient. Je veux vous dire que dans certains coins du pays, les gens vont refuser de voter juste à l'idée de toucher cette machine. Nous sommes un pays qui a 1% de taux d'électrification, où sur 100 personnes, vous avez une personne qui a la télévision. Et vous allez aller dans des coins reculés, amener un appareil et demander aux gens qui ne savent ni lire ni écrire d'aller toucher sur l'appareil pour voter. Il y a des personnes qui vont refuser de toucher à la machine par peur d'être électrocutées ou par peur d'être ensorcelées. Notre pays n'est pas suffisamment développé pour cette technologie. Nous devons nous y préparer. Ça, c'est d'abord un problème de fait d'infrastructure. Mais ça sera le même cas, même si on utiliserait le bulletin, parce qu'il y a toujours des gens aussi qui ne savent ni lire ni écrire. Non, avec le bulletin, les gens sont habitués au papier parce que les gens sont déjà habitués à l'argent. Vous savez, nous avons une culture du papier. Les gens sont habitués au papier. Le papier, c'est dans toute la République. Il y a des coins dans ce pays où il n'y a même pas un ordinateur. Ils n'ont jamais vu d'ordinateur. Et vous allez leur dire, venez voter, vous commencez à toucher. Est-ce que vous savez, par exemple, que les bureaux de vote seront ouverts de 6h à 17h? Et que la capacité, lorsqu'on prend 4 à 5 minutes par personne, c'est 220 personnes. Donc lorsque vous faites 220 fois 90 000 bureaux de vote, il n'y a que la moitié de la population qui pourra voter. Donc pourquoi aller dans une technologie qui, déjà, là on part dans des conditions, il n'y a pas de pluie. S'il pleut, nous allons passer de la moitié du corps électoral au tiers, ou si pas au 5e du corps électoral. La CENI a rassuré que toutes les dispositions étaient prises, il y aura de batteries, pour empêcher de réserve. La pluie, non, on ne parle pas de coupure d'électricité. Oui. Je suis en train de vous dire que moi j'ai été en face de cette machine pour réaliser l'opération de vote. Moi qui, entre guillemets, paraît intellectuel, je prends 3 minutes. Et des personnes qui refuseront de toucher à cette machine-là de peur d'être électrocutées prendront 5 à 10 minutes. Ça veut dire que par bureau de vote, on n'aura pas plus de 200 personnes dans des bonnes conditions. Mais s'il pleut, ça risque d'être 50 personnes. La population est sensibilisée par rapport à l'utilisation de cette machine. Pas assez. Moi, j'étais au Kasaï dernièrement, j'étais en Bandaka, à Gemena. Personne n'en sait quoi que ce soit. On ne va pas parler de machines dans des pays, dans des coins où il n'y a même pas de calculatrice. C'est-à-dire que ce sont des opérations élémentaires. Je ne dis pas que nous sommes contre la technologie. Nous sommes en train de dire que dans un climat de suspicion, où nous avons une élection à un tour, où vous avez même des personnes sanctionnées sur le plan international qui sont des candidats, et lorsque vous avez Jeune Afrique qui publie des enregistrements audio dans lesquels nous entendons M. Ben Minakou et les consorts dire qu'avec la machine, ils auront leur majorité, c'est tout à fait normal que l'opposition se protège et qu'elle dise voilà, nous allons continuer les discussions, mais il faut une certification de la machine et il faut s'assurer qu'au moins 80 à 95% du corps électoral seront en mesure de voter le 23 décembre, ce qui n'est pas le cas. Alors, est-ce que vous envisagez un report des élections, comme l'a suggéré nos amis du KLC? Nous devons hiérarchiser les priorités. Quelle est la priorité la plus importante actuellement? C'est d'avoir un processus transparent et crédible. Ça veut dire que nous avons la maîtrise du fichier électoral et nous avons la maîtrise du processus de vote de bout en bout. Ça, c'est la priorité. Maintenant, en termes de priorité, nous avons aussi les délais. Mais maintenant, nous devons faire le choix. Si aujourd'hui, il nous est démontré noir sur blanc que pour avoir ce processus crédible, suivant les règles de l'art, c'est-à-dire avec des bulletins papier, des contrôles du fichier électoral, ainsi de suite, il faut rajouter un jour, l'opposition prendra ses responsabilités.
parce que ça sera la participation de l'opposition. Mais si on nous dit qu'il nous faut plus d'un jour, qu'il nous faut des mois, on devra rediscuter parce que nous avons un calendrier électoral qui est le seul instrument sur base duquel nous jugeons la CENI, qui nous démontre qu'avec le vote papier, nous pouvons voir les élections le 23 décembre. C'est le seul document officiel que la CENI a produit qui nous dit qu'à partir du 15 septembre, ils vont envoyer des impressions pour les bulletins papier et qu'ils vont les déployer au mois d'octobre. Ça, c'est la CENI qui nous le dit. Donc nous nous basons sur ce document pour dire qu'il n'y a pas de raison d'avancer ou de repousser la date des élections. Alors, mais il y a d'autres langues qui estiment que l'opposition, vous n'avez pas été préparé pour les élections, ou encore vous n'avez pas assez de moyens. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui vous pousse à repousser, moi, je suis écœuré lorsqu'on parle des moyens. Vous savez que la politique est faite avec les moyens de la République. Dans les pays normaux, les partis politiques, y compris ceux de l'opposition, reçoivent des moyens de l'État pour, si vous voulez, se propager, pour expliquer leur politique, pour se développer dans le pays, installer les fédérations, ainsi de suite. Lorsqu'on critique l'opposition en lui disant qu'elle n'a pas des moyens, alors qu'il y a une loi sur les financements des partis politiques qui n'a jamais été respectée, qui n'a jamais été exécutée, mais c'est triste. Pourquoi? Parce que l'État a la responsabilité effectivement d'éviter à ce que les partis politiques soient totalement pauvres, ou qu'ils soient privatisés. L'État ne le fait pas, mais c'est la majorité qui se moque des partis d'opposition en disant qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais les moyens qu'ont les partis de la majorité viennent d'où? Ce sont les moyens de l'État. Et dans quel état est le pays? Comment est géré le FPI? Comment est géré le GFREM? Comment est géré la GCAMIN? Où en sommes-nous? Ce sont des institutions totalement pillées et mal gérées par les mandataires de l'État, ceux de la majorité présidentielle. Donc ils mettent le pays KO et ils se moquent de l'opposition parce qu'elle n'a pas de moyens. Oui, en fait, ok, ça c'est vous qui le dites. Mais c'est la réalité, nous sommes le pays le plus pauvre du monde, vous êtes d'accord avec moi? Oui, on estime, apparemment vous êtes d'accord pour qu'on reporte les élections, mais nous... Je ne donne aucun accord ici. Je vous dis que nous avons un calendrier électoral mais il y a possibilité. Qui nous dit qu'avec le vote papier, nous aurons les élections le 23 décembre. C'est un document officiel, publié par la CENI. Maintenant, je dis, si c'est pour des raisons de crédibilité, de transparence, il faille décaler d'un ou de 2 jours, vous êtes d'accord? Nous allons prendre nos responsabilités pour en discuter et trouver un accord. Mais pas pour repousser de quelques mois. Nous n'en avons pas besoin parce que le calendrier nous dit que c'est possible. Alors, je termine avec vous. Parlons de la candidature commune de l'opposition. Les tractations ont déjà commencé. Alors, est-ce que c'est possible qu'on arrive à une candidature commune dès lors qu'on sait que l'opposition s'accorde difficilement lorsqu'il s'agit des enjeux tels que les élections? Écoutez, nous ne sommes pas comme le FCC où M. Kabila, de sa chambre, désigne qui va être non, mais nous avons l'expérience de 2011. Non, je vous dis, vous n'avez pas pu vous mettre d'accord. Je compare les situations. Au FCC, M. Kabila se lève le matin, il dit ce sera tel. Et tous les intellectuels du FCC disent ok, amen, nous allons suivre. Dans l'opposition, ce n'est pas le cas. C'est projet contre projet. La concurrence, la libre expression. Chacun a l'ambition et chacun exprime son ambition. Nous allons, effectivement, entre le 24 et la publication définitive des listes, avoir des discussions entre candidats pour voir lequel sera en mesure de mieux représenter l'opposition. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas M. Kabila qui échoue pendant 17 ans, il se réveille le matin et il vous donne une personne qui est sanctionnée vous applaudissez, vous dites oui, nous allons le soutenir. Ça, ce n'est pas la démocratie. Le problème, c'est lorsque vous réunissez au finish, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Mais c'est ça la démocratie. Dans aucun pays au monde, est-ce que vous n'avez jamais vu ce qu'on appelle le shutdown aux États-Unis? À un certain moment, les gens ne se mettent pas d'accord, le pays est bloqué. C'est ça la démocratie. J'aurais bien souhaité qu'il y ait des blocages au niveau du FCC. Malheureusement, il n'y a pas de blocage. Ce que Kabila dit, c'est une parole d'évangile. Non, c'est une parole d'évangile. Ils regardent les choses dans la même direction. Ils ne peuvent pas regarder dans la même direction parce qu'ils ne partagent pas tous le même bilan. Ce que Boussa disait il y a 2 ans, ce que M. Roger Lumbala disait il y a 3 ou 4 ans, ce que M. Tchibala disait il y a 5 ans, ce n'est pas ce qu'il dit aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à assumer le bilan de M. Kabila avant qu'ils entrent au FCC. Donc ils ne peuvent pas avoir le même langage. La politique est dynamique, comme on l'a dit. Non, il ne faut pas que le dynamisme frôle le ridicule. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, nous recevions sur ce plateau Jean-Jacques Mamba, il est porte-parole du MLC. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne suite des programmes sur la RLTV.